Ce soir, Martine Charrier et moi, nous sommes devant vous pour non pas la présentation du livre, je crois à la politique, mais pour une avant-première, car le livre a pris quelques retards, il s'est défendu, nous n'avons pas pu, comme nous l'aurions voulu, le terminer pour le mois de septembre, il aura en gros 2 mois de retard. Il est écrit, la première version est faite, mais nous nous trouvons devant un problème et nous y travaillons, donc il fait à l'heure actuelle 700 pages. Et que ce soit l'éditeur ou que ce soit toute personne à qui j'en parle, on me dit c'est trop, et c'est vrai que c'est trop. Donc nous sommes en train de voir comment rééquilibrer les choses, tout en utilisant d'ailleurs notre site tenu par Pascal Aucante, qui est dans la salle, Débat laïque, où très vraisemblablement nous mettrons 2 ou 3 chapitres pour alléger le texte publié dans la collection Débat laïque. Voilà. Nous sommes donc devant vous. Au départ, ce titre provoquant, nous l'assumons. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet du livre. Tout l'objet du livre, c'est de montrer que on peut effectivement faire un certain nombre de choses dans l'intérêt des citoyens, de nos concitoyens. Et au passage, dans le livre, vous trouverez quelques témoignages. Par exemple, comment j'ai contribué à stabiliser la présence postale en milieu rural au moment du rapport que m'avait demandé Paul Quilles en 1990. Comment, un peu plus tard, j'ai, selon les bénéficiaires eux-mêmes, contribué à sauver le crédit foncier, à un moment où un ministre dit de gauche allait le vendre à une filiale de General Motors. Comment, troisième élément, comment, pour des raisons très personnelles, je me suis consacré à aider au Sénat, mais aussi d'une façon plus concrète dans ma commune, à aider l'accueil et l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà, donc l'idée de Martine, au départ, en 2012, m'ayant vue correspondante de Midi Libre, mais elle le dira mieux que moi, sa démarche, l'idée c'était des mémoires. Des mémoires, quand elle m'a proposé ça, j'ai trouvé ça presque saugrenu. J'avais quelques cartons d'archives, je lui ai quand même passé. Et puis finalement, je me suis pris au jeu, ou plus exactement, à tous les deux, nous avons transformé le projet initial. Sinon, je ne serais pas devant vous. Ce ne sont plus seulement des mémoires et seulement un témoignage, c'est un manifeste. C'est devenu un manifeste. Vous n'ignorez pas sans doute mes convictions de gauche. Comme vous, je constate que cette gauche est complètement en ruine, mais contrairement à d'autres, et sans doute pas à vous, je pense que le moment vient toujours de la reconstruction. J'y ai participé avec le congrès d'Épinay dans des conditions qui étaient, que je le raconte, encore beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de porter témoignage, mais aussi d'apporter un certain nombre d'éléments pour la reconstruction d'une gauche dont la France a besoin pour les plus défavorisés, mais d'une façon plus générale, pour que soit porté le message de la France dans le monde. Et
devant cette idée donc, qui cheminait, Martine, elle, ayant plus particulièrement l'attention portée sur ce qu'elle m'avait vu faire avec notre équipe en tant que maire de Saint-André de Sangonis. Voilà, nous avons progressivement bâti ce livre qui est très différent de ce que vous avez coutume de lire ou de voir annoncé, avec déjà quand même une précaution, enfin plutôt une précision. Nous ne sommes pas là, et je ne suis pas là particulièrement, pour dire voilà ce que j'ai fait. Pas du tout, pas du tout. Le témoignage que nous portons est un témoignage d'une action collective. Et ce n'est que par un projet collectif que la gauche se reconstruira. Voilà rapidement indiqué le contexte. Comme bien sûr on ne va pas parler de tous les sujets, j'ai choisi, après en avoir parlé avec le directeur, j'ai choisi de me centrer dans la partie de tout à l'heure, dans la deuxième partie, sur la laïcité, compte tenu que 3 chapitres, que d'abord ça a été pour moi un engagement, je le dirais comment, dès le départ, dès mon adolescence, et que en tant que parlementaire, 28 ans sénateur, j'ai sans cesse mené ce combat, non pas de façon, et pas seulement de façon théorique ou intellectuelle, même si je l'ai fait, mais aussi de façon très pratique sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc qu'au moins vous ne pensiez pas que nous sommes là et que particulièrement je suis là pour dire voilà ce que c'est que réussir dans la vie publique. Non, pas du tout. Ce que je suis venu porter comme message, c'est l'inverse, c'est prenons notre part, faisons le chemin que nous pouvons faire, et comme Natalia Baleato qui a porté Babylou et qui nous fait le très grand plaisir de sa présence, je la cite, mais je pourrais citer tant d'autres amis dans cette salle, Paulette Pommier et bien d'autres, Rémi Charles Sirvin, etc., mais j'arrête là. Autant donc de militants et de militantes qui ont, sur leur chantier, dans leur domaine, fait avancer les idées qui nous portent, dont nous avons hérité et que nous devons à tout prix transmettre en les faisant fructifier. Voilà ma petite introduction. J'ai assez et presque trop parlé. C'est à Martine maintenant d'exposer son cheminement d'une expérience qui fut, pour moi en tout cas, tout à fait inhabituelle. Bonjour et merci à Monsieur le Directeur de nous accueillir. Bonjour à vous tous et merci d'être là. Donc ce soir, en effet, je vais vous parler non pas de laïcité, mais de mon expérience à Saint-André de Sangonis en tant que correspondante pour Midi Libre. D'abord, remontons un petit peu à la genèse du livre. En 2008, je couvrais les élections municipales de la ville de Saint-André. La campagne a été difficile et les opposants de Gérard Delfaux ont fini par l'emporter. J'assiste à ce changement de municipalité dans laquelle je travaillais déjà depuis quelques années, sans rien dire, bien entendu, car mon devoir m'intime de conserver une certaine neutralité. Cependant, cela me reste difficile et ça me paraît injustifié. Mais on développera un petit peu plus loin. Quelques mois plus tard, il se joue le même scénario pour les sénatoriales. Alors là, je laisse passer un peu de temps, la même surprise, bien sûr. Et quelques années plus tard, je propose à Gérard Delfaux de rassembler dans un livre les moments forts de son parcours d'élu local et de parlementaire. Là, il est un peu sceptique. Je dois reconnaître que l'idée était peut-être un peu hardie. Finalement, après un temps de réflexion, il accepte. À partir de ce moment-là, commence une histoire pas ordinaire. Le jour qui suit cet accord, je vois arriver 14 cartons d'archives chez moi. Là, à mon tour d'être sceptique. Et je comprends que la tâche s'annonce difficile, intéressante, certes, mais difficile.
Je m'installe donc dans une pièce de la maison et commence alors un long travail d'exploration des dossiers. Cela va prendre des mois pour décrypter les notes, étudier les idées, inventorier les fiches et classer les documents. Des mois, des années, ponctués de longues heures d'interview, chez moi, dans mon bureau ou à son domicile, à Pézenas, suivis d'échanges par téléphone ou par mail. Voilà, les bases sont posées, la méthode est en place et le travail de rédaction peut commencer. Le livre est le reflet de ce que j'ai vécu dès mon arrivée à Saint-André-de-Sangonis, ce que j'ai constaté au fil des années, de la manière de travailler de toute une équipe autour de Gérard Delfaux et des événements dont j'ai été témoin et que je relayais pour le journal Midi Libre. Lorsque je suis arrivée, d'abord en 2004, sur la commune, Gérard Delfaux était maire et il a tenu à me présenter à toute son équipe municipale et à toutes les personnes qui travaillaient à la mairie. Le contact a été immédiat avec tout le monde. L'aménagement de mon temps de travail sur la commune se met peu à peu en place et en quelques semaines, je remarque une organisation de la municipalité encore rare à l'époque. C'est la création de commissions. En effet, chaque conseiller municipal est également président d'une commission en rapport avec ses compétences. C'est l'urbanisme, la culture, l'environnement, les services techniques, le développement économique, les services sociaux, la bibliothèque, etc. J'en oublie certainement. Régulièrement, les membres de ces commissions se réunissent pour débattre et adapter des solutions. On parle de démocratie participative. Je remarque aussi que chaque conseiller entretient des liens étroits avec les associations de la ville. Voilà comment se déroule la vie municipale à Saint-André pendant que j'étais correspondante. Je vais vous parler maintenant de quelques événements et des réalisations. Mais sans déployer le catalogue de tous les événements qui ont ponctué la vie de la commune et de toutes les réalisations qui sont nombreuses, je vais simplement citer quelques exemples qui m'ont marqué et qui sont peut-être à l'origine du livre. Parce que ce sont des infrastructures visibles et utiles encore aujourd'hui, parce que ce sont des réalisations qui témoignent d'une volonté de désenclaver un territoire, de faire évoluer une ville et rayonner une vallée avec des orientations économiques, sociales et culturelles. Et cette progression a une répercussion sur toute la région encore aujourd'hui. Et aussi, c'est une méthode et une manière pour savoir et pour sauver l'emploi, bien sûr, et l'emploi local, bien sûr. Alors, parmi ces exemples, j'ai choisi la Maison des entreprises, qu'on appelle, nous, dans la région, la MDE, pour faire court. Là, on parle des comités de bassin d'emploi. La MDE est une véritable innovation pour la vallée de l'Hérault. C'est un endroit où les porteurs de projets trouvent des interlocuteurs compétents qui vont les aider à développer leurs idées et à créer leurs entreprises. C'est très important quand on sait que la vallée de l'Hérault est sinistrée en termes d'emploi et de développement d'entreprises. C'est aussi un lieu où peuvent se rendre des jeunes ou des adultes qui n'ont pas de projet de carrière bien défini parce qu'ils n'ont pas de formation particulière. Là encore, ils sont reçus par des animateurs qui leur proposent des stages de formation. Ce sont également des salariés qui sont sur la touche, qui ont perdu leur emploi. Et là encore, la MDE tente de leur trouver une solution pour leur reconversion. Là, on parle d'entreprise, d'emploi et de formation. Le deuxième exemple, qui est parlant dans un autre domaine, c'est le contournement de la ville par l'autoroute A750. Ce contournement relie Lodève à Montpellier. Et ce contournement, c'est le prolongement de l'autoroute A75 qui traverse la France et qui est destiné à désengorger la vallée du Rhône. La Nationale 9 traverse de part en part la ville de Saint-André et c'est le seul itinéraire pour les habitants de Montpellier et du littoral pour rejoindre le centre de la France. C'est le seul itinéraire qu'empruntent quotidiennement des myriades de camions chargés de denrées dangereuses. Ce sont des bouchons chaque fin de semaine et lors de chaque période de vacances. Plusieurs demandes de contournement sont adressées par le sénateur-maire aux différents ministres en place, sans suite. Plusieurs tracés sont proposés, mais là encore, rien n'aboutit. Entre-temps,
le viaduc de Millau est achevé et un flux croissant de véhicules arrive sur la vallée. Pour citer un exemple, il y a eu 2 accidents graves dans la commune et ces 2 accidents ont marqué considérablement les habitants. Il y a eu plusieurs manifestations qui sont alors organisées. Je pense que Gérard Delfaux pourra alors développer un petit peu plus. Et après des années de débats et de combats, parce qu'on peut dire ça ainsi, la situation se débloque. Et enfin, les premiers coups de pioche résonnent dans la vallée. La 750, c'est aussi l'échangeur avec la zone artisanale et économique de la région, la Garrigue qui s'appelle, là où se trouve la MDE, pépinière d'entreprise. Juste une petite histoire pour souligner un petit peu comment s'organisaient les gens de la ville à l'époque, quand tous les camions passaient. Les groupes scolaires sont au nord de la commune et la plupart des enfants doivent traverser la Nationale 9 pour aller à l'école. Alors les parents ont imaginé un système pour conduire leurs enfants, les plus jeunes, on parle, en toute sécurité. Ça s'appelait le pédibus. Et à tour de rôle, plusieurs parents passent dans les rues de la ville à l'heure du départ pour l'école. Les enfants sortent des maisons et revêtent un gilet fluorescent avant de s'agripper en quinconce sur une corde tenue à chaque extrémité par un parent. Ils sont environ 10-12 par corde. 2 autres parents sont présents pour encadrer. À l'arrivée de ce convoi exceptionnel et insolite qui s'apprête à traverser la Nationale 9, la police municipale bloque alors la circulation et permet aux enfants de traverser en toute sécurité. Il y avait plusieurs lignes de pédibus dans la ville. Cette ligne de pédibus, c'est aussi une démarche écologique. On ne le voyait pas forcément à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça ressort comme ça. Sur la commune de Saint-André, il y a eu d'autres réalisations de grande importance pour les habitants. Je pense au collège, à la crèche, à la maison de retraite, à l'agrandissement du complexe sportif Raymond Boisset, à la rénovation de la mairie, à la création aussi d'une radio libre, RPH, et puis bien d'autres dossiers dont Gérard Delfaux s'est occupé. Il en parlait de la poste et de la sauvetage du crédit foncier, mais plus largement, bien sûr. Toujours sur la ville, il y a eu l'Ensoleillade. L'Ensoleillade, la maison d'accueil spécialisée pour des jeunes et des moins jeunes lourdement handicapés. Le personnel et les handicapés ont vécu une période particulièrement insupportable, imposée par le directeur de l'époque, un curé tortionnaire. Une bien triste histoire qui s'est soldée par un décès. Il a fallu trouver alors les moyens pour en sortir. C'était pas facile. C'est une histoire qui a profondément marqué la ville. Il a fallu contacter un archevêque à Paris, Monseigneur Marty, et avec l'aide de Madame Simone Veil, la solution a pu se trouver. À la lumière de ces exemples, et après avoir passé en revue les réalisations et l'implication d'un sénateur-maire, on peut dire aussi une chose, c'est que grâce au cumul des mandats, des 2 mandats, l'un se nourrissant de l'autre, on peut trouver des solutions. Un maire seul dans son coin n'aurait jamais pu trouver et faire entendre la voix de sa ville. Et le sénateur, isolé de son territoire qu'il représente, n'aurait pu comprendre l'urgence des actions à mener. Donc, c'est mon avis, et uniquement mon avis, un cumul limité des mandats peut aussi être une manière de sortir les territoires ruraux de l'impasse. Maintenant, plus légèrement, je vais terminer sur une note bucolique, un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler d'un lieu qui m'a souvent inspiré. Il s'agit du Théâtre de Verdure situé près du complexe sportif. C'est un espace de repos avec des essences méditerranéennes. Et entre 2 rendez-vous, j'allais me ressourcer au milieu de la verdure. J'observais alors les mouvements et je constatais que c'était l'endroit où toutes les générations se retrouvaient et se côtoyaient. J'assistais aux premiers pas d'un enfant, à l'apprentissage des premiers tours de vélo, à l'heure de détente avant le dîner pour des retraités et un lieu calme où les étudiants pouvaient lire. Les frondaisons de cet espace de verdure abritaient aussi les instants précieux de ces adolescents qui vivaient leurs premiers émois. Bref, un lieu paisible, un lieu de rencontre, un lieu intergénérationnel. La démarche de ce livre est de mettre en lumière une méthode de travail
et une volonté d'aboutir. Et ma conclusion, je vais l'emprunter à l'encyclopédiste du XVIIIe siècle d'Alembert. Puisse la postérité nous aimer comme gens de bien, si elle ne nous estime pas comme gens de lettres. Je vous remercie. Vous l'avez compris, ce travail collectif n'avait de sens que parce qu'il était relié à une certaine conception de la politique et plus largement de notre histoire. Et parmi les éléments, les axes de cet engagement, il y avait et il y a toujours la laïcité. J'ai donc choisi ce soir de vous parler plus particulièrement de cette dimension-là. Et je vais le faire de la même façon qu'on l'a commencé, c'est-à-dire en mêlant les éléments personnels et en même temps, bien sûr, en les reliant au combat que j'ai mené en tant que parlementaire, donc au plan national. Au niveau personnel, 2 épisodes expliquent mon détachement de la religion et ma découverte de la laïcité, avant même que je ne réfléchisse à ce que représente ce principe d'organisation sociale. Le premier, que je vous livre, qui fait sourire toujours, mais qui finalement m'a beaucoup marqué, c'est un incident, un vendredi, dans l'établissement où ma mère, très croyante, m'avait placé, le petit séminaire, près de Montpellier. Donc un vendredi, je suis en classe de seconde, je suis un adolescent. Vous savez qu'à cet âge-là, on aime bien défier l'autorité. Imaginez une immense salle avec tous les éducateurs et tous les prêtres, notamment, mais aussi les laïcs tout autour. Comme la nourriture n'est pas très bonne, nous avons nos réserves familiales. Un vendredi, je sors le saucisson, j'en découpe une tranche et je le fais passer dans la table. Sur les 8 que nous étions, sans doute 5 ou 6, eux aussi, mangent du saucisson. Je suis convoqué exactement dans la demi-heure qui suit par le supérieur, un homme très grande autorité, une stature intellectuelle, qui me dit « Vous êtes renvoyé pour 15 jours et on ne vous reprendra que si vous faites une lettre d'excuse. » Je rentre chez moi, ma mère en pleurs, vous imaginez. Pour elle, c'était une espèce d'effondrement. Mais je refuse de faire la lettre d'excuse. Malgré toutes les supplications, les interventions. Donc, je reviens, on était au mois de mai, je reviens à l'établissement, et d'un commun accord, nous nous séparons, et je rentre en classe de première, au lycée Joffre à Montpellier, où je découvre enfin une liberté de ton, d'allure que je n'avais pas connue puisque j'étais allé d'école privée, confessionnelle, en établissement comme je viens de vous le raconter. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ah ben c'était une interdiction absolue de manger de la viande un vendredi. C'était... Comment ? Voilà, seulement du poisson. Voilà, j'avais enfreint un principe qui, à ce moment-là, bon, depuis ça a beaucoup évolué, mais à ce moment-là, c'était inimaginable. Bon, il y avait aussi de la provocation dans ma façon de faire, hein, mais voilà, c'était... Ensuite, bien longtemps après, en 1977, je deviens maire, comme Martine l'a évoqué, rapidement d'une commune, Saint-André-de-Saint-Gonis. Elle a évoqué que je trouve dans cette commune un drame, les séquelles d'un drame épouvantable, l'histoire de l'Espelidou, un prêtre tortionnaire et sans doute
autre chose aussi, avait placé dans un corset de contention une gosse. C'était un IME, hein, c'était donc des jeunes handicapés, parce que cette jeune fille se débattait et faisait du bruit pendant la messe. La gosse est morte. L'établissement a failli fermer. Le préfet a nommé un administrateur provisoire. Je suis arrivé là, exactement, ça s'était passé 6 mois avant. Il m'a exposé la situation. J'ai constaté que les choses avaient repris un cours normal. Et voilà qu'en novembre, il vient me voir en me disant Monsieur le maire, je dois vous informer que je suis obligé de fermer l'établissement et de chercher une autre résidence pour nos jeunes parce que l'association parisienne qui dirige cette structure vient de nommer un homme de paille à la place du prêtre en question qui avait été inculpé, qui a fait ensuite 10 ans de prison. Et donc, vous imaginez bien que nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions-là. Et je voulais vous en informer. Je lui ai dit, écoutez, pour nous, c'est terrible ce que vous nous dites. D'abord pour ces jeunes, parce que je voyais que la situation s'était beaucoup améliorée, mais c'est aussi pour la commune. C'était 30 emplois. Il n'y avait rien dans cette commune. Je lui dis, laissez-moi un peu de temps. Il me dit, sans problème. Et voilà comment, sur un coup d'audace, un jour, je dis à mes conseillers municipaux, je leur dis, puisqu'il dépend, ce prêtre tortionnaire de l'archevêché de Paris et du cardinal Marty, eh bien, je vais aller m'adresser à la cardinal Marty. Je passe un coup de fil. J'ai une réponse de rendez-vous avec son collaborateur le plus proche dans les 15 jours, parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup d'articles de presse, et que donc beaucoup d'institutions étaient, dans cette affaire, avaient subi un préjudice moral très important, hein, l'Église catholique, mais aussi l'ordre des médecins qui n'avait pas réagi, mais aussi la DAS, hein, la structure administrative, qui n'avait pas fait les contrôles nécessaires, ou plutôt qui avait laissé faire. Voilà. J'explique la situation et je dis, moi, je suis jeune maire, je veux trouver une solution et je souhaite qu'on ne reparte pas dans les errements anciens. Les institutions, comme l'Église catholique et d'autres, ont déjà suffisamment subi de dommages. Trouvons une solution. Il me dit, je vous appelle et dans les 8 jours qui suivent, je suis reçu par le cardinal Marty, qui me fait une impression très très forte. J'ai rencontré quelques personnalités d'exception dans mon existence, pas nombreuses. Le cardinal Marty faisait partie de celles-là. Je lui explique. Il s'adresse aussitôt à Simone Veil, qui était, c'était 78, qui était ministre de la Santé, et dans les 15 jours qui viennent, on me dit que l'association en question n'aura jamais plus d'agrément, mais qu'en contrepartie, il faut que je dépose des statuts à la préfecture pour prendre en charge cet établissement. Et voilà donc comment je prends en charge un IME. Ensuite, nous créons un CESAD pour les personnes plus lourdement handicapées adultes. Voilà comment je chemine dans ce secteur où je me suis beaucoup impliqué jusqu'à ces derniers temps d'ailleurs. Mais ces 2 événements et puis tout un cheminement, avec le recul, je vois qu'ils ont fait de moi, au fond, un athée paisible, mais, et en même temps, je ne dis pas mais, et en même temps, très respectueux des croyances sincères comme l'était ma mère. C'est-à-dire que, sans le savoir, je cheminais vers la laïcité telle que nous la concevons, et qui est, vous le savez, unique
encore au monde, hein, et si difficilement maintenu en France, malgré toutes les attaques, malgré toutes les dérives, et pourtant, c'est un élément fondamental de notre vivre ensemble que je qualifie aussitôt de républicain, pour que les choses soient bien comprises. Voilà donc un peu comment parce que pour écrire ce livre, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment, pourquoi, quel cheminement? Voilà comment j'en suis venu à cette conception d'une laïcité, séparation qui me caractérise. Mais pour expliquer ensuite mon engagement dans le mandat parlementaire sur cette thématique, il faut prendre un autre recul et pas seulement regarder d'un point de vue personnel. Or, je le dis, et souvent ça étonne quand je dis que ces années 1980, puisqu'on est dans les années 80, quand je deviens maire en 77, sénateur en 1981, sont marquées par un tournant conservateur et clérical dans le monde et dans la France. Souvenons-nous, nous sortons des années 60, les 30 glorieuses, nous sortons de l'après-mai 68, un moment d'espérance et de conquête de nouvelles libertés. La loi Veil, 1975, en est le prototype. Et on entre dans une période sombre. À certains égards, nous n'en sommes pas d'ailleurs tout à fait sortis. L'énumération de personnalités qui occupent des postes d'influence va peut-être vous étonner, et pourtant elle est indiscutable. 1978, l'imam Khomeini a quitté Paris et il fonde la République islamique. Au même moment, exactement, Reagan devient président des États-Unis soutenu par les évangéliques. Thatcher devient première ministre en Grande-Bretagne et elle pose les jalons du communautarisme. Vous me direz, oui, mais ça, c'est les politiques. Oui, non, pas seulement. Khomeini, ce n'est pas les politiques. Et puis, c'est 1978, c'est très exactement l'année où Jean-Paul II devient pape. Il remplace et il balaie dès son accession au pontificat, et il va être pape pendant 30 ans, il balaie tout l'effort d'ouverture qui avait été entrepris par Jean XXIII et par Vatican II. Et puis, les événements continuent à s'enchaîner. Les pays du Golfe, beaucoup plus tard, arrivent sur la scène internationale. L'Arabie saoudite, le Qatar, mais l'Arabie saoudite notamment, commence à diffuser avec des financements importants un islam wahhabite, c'est-à-dire un islam qui impose l'inégalité des femmes et des minorités sexuelles et qui persécute les non-croyants. Plus récemment, Trump, toujours s'appuyant sur les évangéliques, Poutine, qui lui s'appuie sur l'Église orthodoxe, qui redevient un élément d'influence et de conservatisme sur le plan des mœurs dans la Russie. Bref, vous voyez, toute une série d'événements se mettent en place qui vont avoir des conséquences, et y compris en France. Je n'ai pas, sous l'angle où j'ai choisi de traiter le sujet, je vais évidemment être très rapide parce que je veux qu'on ait le temps ensuite d'échanger. Donc je vais donner des éléments brefs. Mais c'est l'époque dont je parle, c'est le septennat giscardien et c'est le vote de la loi Germer en 1977. Qui, en matière de financement
et de statut aligne la situation des maîtres, des maîtres de l'école privée confessionnelle sur l'enseignement public et qui, de ce fait, est en rupture totale avec ce qu'avait préconisé en son temps Michel Debré en 1959. Puis arrive 1981. Alain Savary essaie de retrouver, de remettre, disons, de retrouver une cohérence au sein entre l'école publique et ses établissements privés. Vous vous souvenez comment il perd complètement la partie, comment une manifestation très importante, très massive, oblige le président de la République à retirer le texte de loi, c'est en 83. Donc, à nouveau, la pression de l'Église catholique se fait sur la société française. Et depuis, les choses ont continué, mais il y a dans la salle des personnalités qui seraient beaucoup plus compétentes que moi pour en parler. Mais dans le même temps, et c'est l'influence encore de ces pontificats Jean-Paul II et Benoît XVI, dans le même temps apparaissent sur le devant de la scène, dans des manifestations, dans l'expression publique, apparaissent les intégristes catholiques. Qu'on avait complètement perdu de vue et qui ont joué, vous le savez, un rôle très important pour essayer de s'opposer à la loi autorisant le mariage des couples de même sexe en 2012, 2013, 2014. Voilà, donc ça c'est le premier élément que je vois en répercussion de ces événements internationaux que j'ai évoqués. Et bien sûr, l'autre élément auquel nous songeons, parce qu'il est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent encore, c'est l'arrivée en France de l'islam politique et prosélyte chez une partie de nos concitoyens de confession ou de culture musulmane qui jusque-là vivaient leur foi selon les lois de la République et conformément d'ailleurs très exactement à l'article 1er de la loi de 1905. Nous arrivons ainsi à l'affaire des foulards de Creil en 1989, dont on a beaucoup reparlé ces derniers temps, et à partir de là, de plus en plus nettement, il y a une contestation de fond sur le thème la religion, le Coran en l'occurrence, s'impose par rapport aux normes, aux pratiques et aux lois républicaines. Ensuite, il y a encore une dérive, ce sont les attentats islamistes des années 2012-2016. Vous voyez donc comment, sur ces deux plans, il y a une aggravation de la situation. Et quand on essaie de s'expliquer aujourd'hui pourquoi nous en sommes là, les difficultés que nous rencontrons et que vous rencontrez, parce que vous vous intéressez forcément à la laïcité puisque vous êtes dans cette salle, si l'on n'a pas cet arrière-plan, et si on n'a pas en même temps ce que les Français ne font pas forcément toujours, si on n'a pas en même temps un regard sur les luttes d'influence à l'échelle internationale, on risque de ne pas mesurer exactement le poids de ces cléricalismes qui, à l'occasion d'ailleurs, se donnent la main. Alors, face à ça, par rapport à ça, mon engagement militant, il se fait sur deux plans. Il se fait sur deux plans. D'abord, sur le plan des idées. Parce que je pense, dès ce moment-là, et j'ai acquis vraiment la conviction depuis, que nous avons été défaillants dans ce qu'on appelle communément la lutte idéologique.
Nous avons pratiqué une espèce d'autosatisfaction. Nous sommes les héritiers de la Révolution française. La laïcité, depuis 1905, est inscrite dans les esprits et dans les textes constitutionnels. Et nous n'avons pas fait le travail nécessaire pour expliquer. D'où plusieurs livres sur la laïcité, la Fondation d'Égal, dont on a déjà parlé, mais aussi la collection Débats laïques, dont je dis au passage, et chaque fois que je le dis devant un public un peu nombreux, certains ou certaines sont étonnés, donc je dis au passage que c'est la première collection qui porte le nom de laïcité ou de laïque dans son intitulé. Plus grave, ça reste la seule. Et quand, ayant publié une quinzaine de bouquins déjà, je me suis adressé aux divers éditeurs qui me connaissaient pour leur expliquer que je voulais créer une collection, la moitié ne m'ont pas répondu et l'autre moitié ont fait semblant de ne pas comprendre. J'ai compris ce jour-là à quel point nous avions du retard. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte mes faibles forces, mes forces en tout cas, au combat que d'aucuns mènent sur ce plan-là depuis des générations et des générations. Et bien sûr, ça m'a amené à entrer dans le débat parlementaire sur tous ces sujets. Je ne vais pas tout vous citer, rassurez-vous. Je vais prendre simplement les interventions les plus significatives sur les deux axes dont je viens de parler. D'abord, j'ai voulu, tout au long de mes 28 ans de sénateur, défendre et promouvoir l'école publique laïque et contenir la pression de l'école privée catholique. J'ai évoqué déjà l'échec de la loi Savary. Jean-Pierre Chevènement est nommé ministre. Il va en sauver au moins quelque chose, et je m'engagerai dans le débat pour le soutenir. C'est lui qui fait voter cette chose qui pourtant aurait dû être évidente. Il fait voter un texte de loi, un article unique qui dit « Chaque commune en France ou agglomération de communes, communauté de communes, doit avoir une école publique ». C'était très exactement ce que disait l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 reprise par la Ve République, et pourtant il y a encore des communes, notamment, vous l'imaginez vers où, quelle personne de territoire, plutôt à l'ouest, il y a encore des communes où il y a une école privée, confessionnelle, et pas d'école publique. Voilà, mais il y a un texte de loi qui a permis quand même d'avancer, et c'est sur lequel je me suis engagé. Deuxième moment, celui-là, au contraire, très dommageable, ce sont les accords dits Lang-Cloupet. Jacques Lang, pour qui j'ai par ailleurs une estime sans borne, mais là, il est ministre de l'Éducation nationale, dans un moment où la gauche est très affaiblie, et il signe un accord avec Monseigneur Cloupet, qui comporte deux caractéristiques. La première, qu'on oublie toujours, c'est qu'il reconnaît pour la première fois, et contrairement à l'article 2 de la loi de 1905, il reconnaît en tant que tel l'institution catholique, ce que, je vous le rappelle, le général de Gaulle avait interdit de faire à Michel Debré. Et par ailleurs, évidemment, il conforte financièrement de façon considérable l'enseignement privé, ce qui, bien sûr, accroît la disparité par rapport à l'enseignement public. On y reviendra, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Après, alors, là, je ne peux pas intervenir, car c'est une décision du ministre
sans aucune consultation du Parlement. Ce qui, quand même, quand on réfléchit, est énorme. Voilà. Vient ensuite, alors la droite, c'est le gouvernement Balladur. La droite, évidemment, se dit qu'elle a ouvert un boulevard et elle entreprend de réviser la loi Fallou en 1993-94. C'est François Bayrou qui porte ce projet de loi gouvernemental. Il s'agit de supprimer l'article 69 de la loi Fallou qui limite à 10% du montant du budget des établissements la part, la contribution que peuvent verser des communes. Vous imaginez bien que si on fait sauter cette limite de 10%, alors c'est une situation totalement ingérable et totalement, surtout, inégalitaire et totalement dommageable du point de vue de nos idées laïques et républicaines. Je me bats, courant décembre au Sénat, et nous sommes quelques-uns, je le dis même, j'ai retrouvé ce texte avec bonheur, et je dis, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Le texte est voté, le gouvernement Balladur, à la majorité et au Sénat et à l'Assemblée. Nous saisissons, effectivement, c'est les 60 du Sénat dont je fais partie, saisissons le Conseil constitutionnel. Il statue début janvier en éliminant, en cassant cet article de loi. Dans la foulée, une immense manifestation à laquelle sans doute bon nombre d'entre vous ont participé, qui est finalement la revanche par rapport à celle de 1983, l'échec, ou 82, l'échec de la loi Savary. Bref, nous échappons là à une aggravation qui aurait été totalement irréparable si cela avait été conclu. Mais j'ai laissé de côté l'autre élément, parce que vous voyez qu'il y a toujours deux fronts dans cet affrontement. J'ai laissé de côté ce que j'ai appelé l'apparition de l'islam politique et prosélyte. Or, on en a beaucoup reparlé ces derniers jours. Or, à la rentrée de 1989, 3 collégiennes à Creil entendent suivre les cours de l'école publique vêtues d'un foulard qu'on appelle dès ce moment-là islamique. Grand témoin, parce que ce n'est pas la première fois, un ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État, Lionel Jospin, qui se défausse. Il se défausse. Au lieu de trancher tout de suite et de dire non, l'école publique laïque ne doit pas, pour le respect des enfants, et pas des adultes, pour le respect des enfants, mettre en valeur des signes religieux. Il ne tranche pas. Il saisit le Conseil d'État, qui, comme toujours dans ces cas-là, ne tranche pas vraiment, et le ministre envoie une circulaire dans les établissements qui doit, selon laquelle chaque établissement, proviseur et enseignant, doivent décider s'ils accueillent ou pas ces élèves vêtus de cette parure. À partir de cette époque-là, commence à chaque rentrée, se répètent des incidents de plus en plus violents, de plus en plus étendus sur le territoire. On considère qu'il y a eu une centaine, dont les conseils de discipline sont saisis, l'inspecteur académique, vous imaginez le climat que ça crée. On considère qu'il y a eu une centaine, dans les 10 ans qui suivent, une centaine de collégiennes exclues pour cette raison.
Premier ministre, le gouvernement de gauche, 97-2002, aucune mesure. Il faut que ce soit le président nouvellement réélu Jacques Chirac qui, devant une situation devenue insupportable, dont tout le monde demande qu'on en sorte, décide en 2003 de saisir la commission, de confier au magistrat Stasi le soin de créer une commission, et une commission très représentative, laquelle, début 2004, propose un texte de loi. Ce sera la loi du 15 mars 2004 qui interdit la manifestation de signes religieux ostensibles à l'école publique. J'ai un souvenir personnel très fort de cette période. En décembre, ça tout se joue en décembre, parce que à ce moment-là, je viens de créer EGAL. Peut-être que Jean-Claude Boal s'en souvient, c'est le plus ancien dans la salle, à ma connaissance. Ce problème vraiment m'inquiète. Donc j'ai mis sur pied et en même temps, il y a, comme aujourd'hui sur d'autres sujets qu'on abordera sans doute tout à l'heure, il y a une grande incertitude à gauche. Faut-il interdire, ou bien ne vaut-il pas mieux, c'est là le grand argument qui est évoqué, ne vaut-il pas mieux les admettre quand même? Sauf que ceux qui réfléchissent et qui regardent un peu savent qu'après ce premier test, il y aura ensuite le refus de la mixité, etc., etc. On connaît comment le processus se déroule si on le laisse commencer. Et donc j'avais envisagé un colloque. En faisant, comme je fais toujours, en faisant la part des deux positions. Donc, je me souviens de Christiane Taubira, qui défendait avec fougue l'idée qu'il fallait accueillir quand même ces collégiennes, et je me souviens d'autres représentants du monde laïque qui, eux, expliquaient pourquoi il ne le fallait pas. J'écoute toute la journée, et le soir, mais vraiment, et je ne prends pas la parole, et le soir, je dis, écoutez, j'ai bien réfléchi, je pense qu'il faut effectivement qu'un texte de loi fasse cesser cette confusion et ramène la paix dans les écoles. Voilà. C'est le moment, à un jour près, je crois que c'est le lendemain, où Jacques Chirac fait son intervention, mais évidemment, il y avait... moi, je n'aurais pas imaginé ça. C'est le moment où Jacques Chirac fait son intervention, très écoutée, et annonce le texte de loi. Là, je m'engage. Je peux dire que c'est un moment où je me suis beaucoup engagé, parce que j'étais à ce moment-là, pour des raisons internes, je n'étais plus membre du Parti socialiste, j'étais toujours resté à gauche, mais j'avais d'excellentes relations avec mes collègues socialistes du Sénat, et donc je discute beaucoup avec eux, parce qu'ils sont au départ très incertains. En plus, c'est le président de la République de droite qui le propose, donc est-ce que vous connaissez les réflexes d'opposition, et je les fais bouger. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le travail le plus important. Je vais rendre hommage à quelqu'un à qui on ne rend pas souvent hommage. Sur d'autres plans, je ne le ferai pas. Mais je vais rendre hommage à François Hollande, qui, premier secrétaire du Parti socialiste, ayant senti comment les choses se passaient, évoluaient, en février, la loi sera votée le 15 mars, vous voyez, réunit le bureau exécutif, met tout son poids et dit « nous devons voter ce texte de loi ». Et le bureau exécutif, après, quelques réticences, accepte de soutenir ce texte de loi, qui donc sera voté à la quasi-unanimité du Parlement. À la quasi-unanimité. C'est-à-dire, il n'y a aucun vote contre. Les 3 ou 4 qui ne veulent pas voter, notamment chez les Verts, quelques communistes,
aussi, mais très peu, ne prennent pas part au vote. Mais tous les suffrages exprimés, c'est-à-dire les 9/10 des membres de l'Assemblée et puis du Sénat, tous les autres votent ce texte de loi. Aussi, quand aujourd'hui, je vois qu'il est remis en cause, je me dis, mais ceux qui le remettent en cause ont-ils bien mesuré l'effort qu'il a fallu à la nation pour arriver à ce texte? Et le danger, si demain, sur ce texte ou sur d'autres, il y a les mêmes revirements ou les mêmes errements exactement. Voilà deux exemples de mon engagement. Troisième exemple, je me suis beaucoup engagé en 2005, j'étais encore sénateur, en faveur de la loi Leonetti sur la fin de vie. Et vous savez que tous les appareils religieux, sans exception, pas tous complètement, dans le judaïsme il y avait toute une portion très importante qui était pour, mais il y avait l'opposition globale de l'épiscopat, globale des représentants officiels de l'islam, les évangéliques comptaient peu à ce moment-là. Bref, une loi qui a été votée avec de très grandes difficultés. Et nous n'en sommes là avec cette loi qu'à une étape. J'ai publié dans la collection un très beau livre qui s'appelle « L'après-midi sera courte », plaidoyer pour le droit à l'euthanasie, qui est un texte d'une militante belge, Nadia Geertz, militante vraiment, qui a vu mourir sa mère, qui a accompagné sa mère, qui, frappé d'un cancer foudroyant, a décidé, puisqu'en Belgique c'est possible, a décidé de recourir au droit à mourir, à une forme d'euthanasie. Et ce livre, ensuite, comme je lui avais demandé, fait la présentation de 3 législations différentes, celle Belgique, qui est déjà bien avancée, celle sur des bases un peu différentes de la Suisse, et puis la France, où, vous le savez, ce serait tout un autre sujet qu'il serait intéressant de traiter d'ailleurs, où, vous le savez, il y a à l'heure actuelle plusieurs milliers de personnes qui meurent parce que les médecins, contrairement à ce que leur prescrit l'ordre des médecins, au dernier moment, libère. Voilà. Donc, c'est un texte. Alors, c'est un texte que j'ai soutenu avec beaucoup de force pour cette raison, mais aussi pour une autre raison, c'est parce qu'il montre ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai commencé à travailler sur la laïcité. J'ai toujours dit la laïcité, c'est fondamentalement la séparation. On va y revenir. Mais c'est plus que la séparation. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'organisation juridique et politique qui crée une séparation qui détache la puissance publique de toute influence directe d'un appareil religieux quel qu'il soit. La laïcité, c'est très, très précisément la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse, puisque, comme vous le savez, Simone Veil a fait voter ce texte avec le soutien d'une partie de la droite, le soutien heureusement de la gauche, mais contre une campagne très dure, à la limite même déshonorante pour ceux qui l'a mené, contre ce texte de loi et contre sa personne. Donc voilà, ce texte de loi Leonetti, mais il y en aurait bien d'autres, m'intéresse parce qu'il montre ce que je dis dans le bouquin « La laïcité des filles du XXIe siècle », c'est que la laïcité
c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose d'achevé. Je le définis toujours en disant la laïcité, c'est un processus historique, de longue durée, multiforme, je viens de le montrer, et par nature inachevé. Et je termine en disant d'ailleurs, par nature inachevé, y compris à l'intérieur de nous-mêmes. Car chacun de nous, à un moment donné, hésite. Aujourd'hui, le clivage sur... Enfin, le choix pour ou contre l'euthanasie est un bon essai. Et je comprends tout à fait ceux qui refusent ce terme, mais même et surtout la réalité. Donc voilà, c'est tout ça pour montrer que nous ne sommes pas en train de raconter une histoire qui est passée. Nous sommes en train de raconter une histoire qui se fait et que nous devons faire pour la transmettre à nos enfants, petits-enfants, et parce que il faut que la France continue à tenir son rôle dans le monde, ce rôle qu'elle a inauguré avec la Révolution de 1789, ou plus exactement, il faudrait remonter à la Renaissance, à Descartes, au siècle des Lumières, à la Troisième République ensuite, à la loi de 1905, etc. Et j'en termine par là, manifeste politique, c'est-à-dire que avec ce livre, nous avons l'intention d'interpeller les dirigeants politiques de la droite républicaine et de la gauche pour leur dire « Et alors, dans les échéances qui viennent, qu'allez-vous faire ?» Car s'il s'agissait simplement de raconter une histoire au passé, comme je l'ai dit déjà à 2 ou 3 reprises, nous ne serions pas là devant vous, ça ne vaudrait pas la peine. Alors, dans ce combat que nous avons entrepris, une toute petite lueur d'espoir, mais enfin, je vous la livre quand même, quand le livre a été assez avancé, et qu'on espérait finir d'ailleurs, pour le début septembre, j'ai regardé un peu parmi les dirigeants politiques que je connaissais, plus ou moins que je connaissais, et j'ai proposé à Bernard Cazeneuve, dont j'avais apprécié le comportement en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que Premier ministre, j'ai proposé d'écrire une préface. En lui disant, pour ne pas le surprendre, que le thème fort, c'était la laïcité. Il a répondu positivement dans le mois qui a suivi. J'ai eu le texte dans les 15 jours qui ont suivi. Et donc, voilà, je me dis que c'est un signal. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, nous devons porter au premier plan cette idée que sans laïcité, il n'y a pas de paix civile en France. Et sans laïcité, il n'y a pas de capacité de la France à continuer à rayonner dans le monde. Je vous remercie.